Merci de votre fidélité à Midi en TV Afrique et pour décrypter ce rendez-vous d'Abidjan avec nous, Ibrahima Dao, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes spécialiste en coopération internationale, si je ne me trompe. Ouais. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. À côté de vous, nous avons Pape Ngagne Diouf, rédacteur en chef de Média TV au Sénégal. Bonsoir. Bonsoir. Et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors, chers messieurs, avant d'aller plus loin, je vous propose de découvrir l'historique de ce sommet Union africaine-Union européenne. Le sommet Union africaine-Union européenne s'ouvre aujourd'hui à Abidjan. Ce sommet qui a lieu tous les 3 ans est le cadre de concertation mis en place entre les deux continents. C'est au Caire en 2000 que des discussions se sont tenues pour la première fois au niveau continental entre l'Afrique et l'Europe. Les deux continents ont ensuite lancé une stratégie commune à Lisbonne. Depuis, tous les 3 ans, les chefs d'État et de gouvernement se réunissent tantôt en Europe, tantôt en Afrique. Ils se sont notamment retrouvés à Tripoli en 2010 et à Bruxelles en 2014. Depuis le premier sommet historique Union européenne-Union africaine au Caire en 2000, où le partenariat Afrique-Europe a été renforcé, des changements considérables ont eu lieu dans les deux continents. Le tout premier sommet en Égypte, auquel le roi Mohamed VI a participé, avait été marqué par un discours au cours duquel le souverain avait annoncé l'annulation de l'ensemble des dettes des pays africains les moins avancés vis-à-vis du royaume du Maroc et la levée de toutes les barrières douanières imposées aux produits importés de ces pays. Un signe de solidarité fort, en harmonie avec les convictions africaines du royaume. 7 ans après le premier sommet, en raison de changements institutionnels en Afrique et en Europe, le sommet de Lisbonne a introduit le dialogue entre les deux continents au plus haut niveau politique. En 17 ans, des processus de démocratisation et de réforme ont été lancés et sont en cours d'approfondissement dans les deux continents, et les efforts se sont poursuivis en Afrique et en Europe afin de régler les conflits et les situations de crise. Les processus d'intégration ont accéléré sur les deux continents. D'une part, l'organisation de l'unité africaine a été transformée en Union africaine avec son programme socio-économique, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique. Et d'autre part, l'Union européenne a presque doublé de taille et approfondi ses structures. L'objectif ultime de ce sommet est de poursuivre une stratégie commune entre l'Union européenne et l'Union africaine. Cette stratégie prévoit une nouvelle forme de partenariat, un partenariat véritable, et considère l'Afrique comme un unique interlocuteur. Voilà, c'était l'historique de cette rencontre ô combien importante pour les deux continents, notamment le continent africain et le continent européen. Alors, chers messieurs, encore une fois, merci d'être avec nous sur ce plateau. Le sommet s'est ouvert aujourd'hui même, avec notamment une allocution officielle du président ivoirien, Alassane Ouattara, hôte de ce 5e sommet. On a aussi eu le discours du président de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé. Est-ce que la tenue de ce sommet peut être considérée comme un regain de vitalité ou une sorte de cohésion retrouvée au niveau du continent africain, notamment avec le retour du Maroc dans sa famille d'origine? On va commencer avec M. Ndao. Bon, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je remercie vis-à-vis et les téléspectateurs qui nous suivent. Effectivement, ce sommet peut être un regain de vitalité dans les rapports de partenariat entre l'Europe et l'Afrique, le continent africain, mais aussi une occasion de redynamisation et d'harmonisation du continent africain, surtout avec le retour du Maroc au sein de l'Union africaine depuis janvier et sa future adhésion à la CEDEAO. Donc je pense que c'est une occasion quand même pour les deux continents de faire un bilan d'étape depuis la stratégie conjointe lancée il y a 10 ans pour voir l'état d'avancement des différents segments de partenariat que ces deux continents qui sont liés par des relations stratégiques, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels sont les enjeux et les défis et quelles sont les perspectives que les deux continents doivent dégager pour prendre en charge des problématiques qui se posent avec acuité? Je pense que c'est un sommet qui a une importance capitale pour les deux continents. Alors, Pape Ngagne, 17 ans après la tenue de ce sommet, c'est au Caire en Égypte, on se retrouve à nouveau sur le continent africain, notamment à Abidjan. Alors, 17 ans après, quelle appréciation faites-vous des avancées qui ont été faites en termes de coopération entre les deux continents? Oui, Abdoulaye, merci. Et merci Ndao aussi d'avoir été
parmi nos invités. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que depuis le lancement donc, de ce sommet au Caire en 2000, il y a eu certes des avancées, notables dans beaucoup de domaines entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi il y a eu des manquements, en fait, des choses encore à redire. Et c'est justement ça l'opportunité de ce sommet d'Abidjan, de remettre les choses en place et de dire, en fait, entre les chefs, les dirigeants africains et dirigeants européens, et que c'est le moment donc de redéfinir une nouvelle politique économique de partenariat, justement. Et je crois que dans ce sens, c'est en ce sens, justement, que le rôle du Maroc sera décisif, parce que depuis très longtemps, donc, avec cette adhésion, donc, comme l'a dit Michel Ndao, l'adhésion du Maroc qui arrive donc au sein de la... qui retourne à l'Union africaine biologique, on va dire. Justement. Oui. Donc, c'est justement en ce sens, donc, ce retour du Maroc est encore très important, parce que ça permettra, avec le leadership donc de Sa Majesté, de remettre les choses en place et de redire donc il faut, à partir de ce moment, définir une politique vraie entre l'Europe et l'Afrique, au lieu de revenir encore sur des choses qui n'ont pas été totalement effectives pendant tous ces années depuis le lancement donc de ce sommet. Alors, cher monsieur, on sait que l'essentiel des débats auront lieu à huis clos, avec notamment plusieurs panels comme annoncé au cours de ce 5e sommet à Abidjan. Alors, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre concrètement en termes de mesures importantes, notamment pour l'Afrique, Diouf? Oui. Moi, je partirai d'abord du thème du sommet, investir dans la jeunesse pour un développement durable. Je crois que le thème n'a pas été choisi par hasard. Ça a été bien réfléchi et défini donc de commun accord, j'imagine, entre les dirigeants africains et européens. Et ça veut dire quoi? Pourquoi donc, à ce moment donné, il faudrait penser investir dans cette jeunesse-là? Parce qu'à mon avis, c'est une relation très liée. C'est au moment où on parle trop de l'immigration clandestine, entre des milliers et des milliers d'Africains qui quittent le continent pour rallier l'Europe. Ça veut dire quoi? Que l'Europe, à mon avis, a pensé qu'à partir de ce moment, il est très important donc de voir quel mécanisme il faut mettre en place pour que ces jeunes-là ne s'investissent plus dans cette aventure meurtrière, il faut le dire. Aventure périlleuse, on va dire. Oui, à partir de ce moment, dire donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les jeunes? Il faut donc une bonne éducation, il faut donc une bonne formation, et après, leur assurer quand même un emploi qui puisse garantir une sécurité sociale, une sécurité donc qui puisse faire que ces jeunes-là ne prennent plus ces routes périlleuses donc pour rallier l'Europe. Je crois que c'est ça. Alors, Ibrahim Ndao, est-ce le fait de garantir uniquement un emploi sécurisé pour ces jeunes Africains qui les empêcheront de continuer à franchir la Méditerranée? Oui, je pense que c'est un aspect important, mais ce n'est pas le seul aspect qui caractérise les relations de partenariat et surtout les enjeux et défis entre l'Union européenne et l'Afrique. Il faut juste rappeler que l'Afrique aujourd'hui constitue un continent qui attire, qui fait l'objet de convoitises. Parce que l'Afrique, c'est les dernières réserves de ressources naturelles minières. Mais justement, c'est un paradoxe, puisque vous dites que l'Afrique attire, alors que nos jeunes sortent du continent. Justement, c'est un paradoxe à analyser et il faut trouver les réponses. Je pense que c'est important. La population africaine est à majorité jeune. D'après les études, 70% de la population mondiale qui a moins de 30 ans se trouve en Afrique subsaharienne. Ça, c'est des chiffres. Vous prenez l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, les moins de 25 ans représentent pratiquement 64%. Ne serait-ce que ces quelques chiffres. Donc il y a aujourd'hui l'enjeu démographique qui est là, qui peut être, comme je le disais, le dividende démographique, mais qui peut être aussi une bombe à retardement. Pourquoi? Parce que ces milliers et des centaines de jeunes sont confrontés à des problématiques réelles, liées au chômage, liées à l'absence de formation, à l'absence d'avenir et de perspective. Or, ces mêmes jeunes sont aujourd'hui interconnectés au reste du monde. Ça veut dire qu'un monde ouvert. Non, on va dire comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché exactement? Non, on va venir peut-être sur ce pourquoi les jeunes là ont tendance à quitter l'Afrique pour chercher
un meilleur ailleurs. Pourquoi? Alors que l'Afrique, à contrario, attire les grandes puissances qui veulent quand même tirer les dividendes que l'Afrique renferme comme ressources, comme peuple, ainsi de suite. Voilà le paradoxe que vous avez posé tout à l'heure. Or, ce sommet, effectivement, comme il a dit, le thème choisi, je pense que c'est très important parce que non seulement c'est un thème d'actualité, mais c'est un thème intégrateur qui permettra d'embrasser toutes les autres questions liées à l'immigration, liées à l'économie, le développement, un partenariat qui sera axé sur un développement, le partenariat gagnant-gagnant, sur les questions sécuritaires. Donc c'est un thème qui n'est pas choisi au hasard. Effectivement, je suis d'accord avec lui parce que c'est un thème intégrateur qui est d'actualité. Parce que les problèmes de la jeunesse doivent être pris en charge de manière efficace et efficiente entre ces deux continents, qui sont liés par des enjeux stratégiques. On pourra y revenir. D'accord. Alors, avant d'aller un peu plus loin, Diouf, on sait que l'essentiel des débats auront lieu à huis clos au cours de ce sommet avec des panels annoncés, mais on sait que, de façon générale, les grandes décisions seront prises en interne entre chefs d'État, entre chefs de gouvernement. Qu'est-ce que vous pensez qui puisse sortir concrètement de ces rencontres-là? Oui, avant d'y arriver, je voudrais préciser une chose justement sur le statut de ces migrants-là, le statut social justement de ces migrants-là. Vous conviendrez avec moi que ce ne sont pas forcément des fils de présidents ou des fils de ministres ou de directeurs généraux. Ça veut dire que c'est une catégorie sociale qui appartient à des familles, à des ménages au moins précaires, au moins de subsistance précaire. Ça veut dire donc, pour analyser la chose, à mon avis, il faut aller au fond même, jusqu'à la source. Qu'est-ce qui motive ces jeunes-là? Vous me direz peut-être que la classification des besoins, la classification hiérarchique des besoins par Maslow dans la pyramide est sujette à, oui, et objective, oui, si vous voulez. Mais après les besoins physiologiques que tout le monde connaît, il y a ces besoins d'estime. Enfin, avant les besoins d'estime, il y a ces besoins de sécurité. L'individu a besoin d'une certaine sécurité. Cette sécurité sociale, cette sécurité alimentaire même, il faudrait peut-être la satisfaire avant d'arriver à d'autres besoins d'estime et d'appartenance. Et vous savez que les sociétés africaines, que ce soit au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou ailleurs, il est convenu que dans certaines familles, que dans certaines sociétés, plus tu es nanti, plus tu es considéré. Et c'est justement ça, à mon avis, ce qui pousse les jeunes-là à braver la mer pour aller voir ailleurs. Parce qu'à un moment donné, certainement, parce que dans leur terroir, dans leur pays d'origine, ils n'ont pas assez d'espoir pour rester. Je ne fais pas justement l'apologie de l'immigration, mais je veux dire qu'il y a cette responsabilité des chefs d'État qui devra être dégagée à partir de ce sommet. Qu'est-ce que les chefs d'État africains peuvent faire pour retenir ces jeunes-là en leur offrant donc justement ces opportunités de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de prise en charge justement, la formation, l'éducation, tout ça, pour que ces jeunes-là puissent rester dans leur pays. Et je crois que les moyens qui ont été mis par l'Union européenne dans le cadre de Frontex et ailleurs auraient pu servir à maintenir ces jeunes-là, non pas dans leur pays, dans un système d'immigration sélective, comme l'avait dit l'ancien président, dans leur pays respectif, mais je veux dire, pas dans le cadre d'une immigration sélective, comme l'avait dit l'ancien président français Sarkozy. Je rappelle qu'il y aura 3 thématiques majeures abordées au cours de ce sommet: opportunités économiques pour les jeunes, migration et mobilité, et puis enfin une thématique relative à la coopération Union africaine, Union européenne sur la paix et la sécurité. Des thématiques qui verront des interventions du président tchadien Idriss Déby Itno, du roi Mohamed VI et puis du président sud-africain Jacob Zuma. Alors, par rapport à ces 3 thématiques que je viens d'aborder, à quoi peut-on s'attendre concrètement avant la fin de ce sommet-là? Oui, je pensais, comme je disais, c'est des thématiques connexes par rapport au thème central, mais c'est des thèmes très stratégiques. Je pense que les opportunités économiques offertes aux jeunes pour stopper ces vagues d'immigration de l'Afrique vers l'Europe, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, je pense, comme il l'a rappelé aussi,
au-delà de ses besoins de base, peut-être l'Europe a tendance à aller conquérir d'autres marchés pour maintenir sa stratégie d'expansion et de développement économique. C'est tout à fait normal en tant que bloc. À l'égard des autres blocs économiques aujourd'hui qui se dessinent, la Chine est là, et ainsi de suite. C'est tout à fait normal. Mais dans cette dynamique d'expansion et de développement, l'Europe aussi doit penser à l'Afrique dans un esprit de partenariat. Gagnant-gagnant, c'est important. Expliquez-nous comment. Comment? D'abord, sortir de ce paternalisme. Parce qu'aujourd'hui, on doit avoir une Afrique... Est-ce que la faute ne compte pas forcément aux Africains? C'est vice-versa. C'est vice-versa. Parce que quand vous parlez de paternalisme, on a tendance à rejeter la faute sur l'Occident. Oui, est-ce que nos dirigeants africains prennent la mesure de leurs responsabilités? Je pense que les responsabilités sont partagées. On n'est pas dans le nihilisme. Il y a eu beaucoup d'avancées, mais il y a encore des défis à relever. Ce paternalisme et cet esprit d'européocentrisme doit être complètement mis de côté. Et à la place qu'on ait un partenariat gagnant-gagnant. En quoi faisant? Si on veut mettre au cœur de l'action de partenariat les problématiques de la jeunesse, il faut d'abord régler les questions de base. C'est quoi? L'Afrique, les jeunes sont confrontés à quoi? Se nourrir, se soigner. C'est quoi encore? Se former à travers l'éducation, travailler et pouvoir gagner dignement leur vie. Comment faire maintenant pour satisfaire pour prendre en charge ces différentes problématiques? C'est quoi? L'Europe, dans sa perspective de coopérer avec l'Afrique, doit investir davantage dans des secteurs qui servent les intérêts stratégiques de l'Afrique et non pas seulement les intérêts de l'Europe. Je m'explique. C'est intéressant que vous nous donniez des exemples en termes de secteur. Je vous donne un exemple parce que je pense que l'histoire aussi est très importante, le rappel historique. Vous prenez la coopération bilatérale entre la France et l'Afrique. Depuis très longtemps, si vous prenez le fameux FAC, c'était le Fonds d'aide à la coopération, mais on avait une aide publique qui était non seulement conditionnée, mais une aide publique liée et orientée vers des secteurs qui servent plus les intérêts de la France que de l'Afrique. J'en veux pour exemple. Il paraît que même pour cette aide publique, refuser de soutenir le secteur agricole, surtout les cultures vivrières, pour permettre à l'Afrique d'être autosuffisante sur le plan alimentaire, et en amont et en aval, à partir de l'agriculture, installer ou bien créer des industries à soutien à l'agriculture, en amont comme en aval, des industries de transformation. Ça permettra quoi? Cette aide orientée vers ce secteur stratégique qui est l'agriculture, je pense que c'est très important. Une population doit d'abord se nourrir d'abord. Je l'ai dit, c'est un besoin fondamental. Investir le maximum possible dans l'agriculture, faire en sorte que les matières premières issues de l'agriculture et des autres secteurs soient transformées sur place. Alors, pour créer de la valeur ajoutée qui va permettre de créer des emplois massifs sur place et permettre aussi aux investisseurs de pouvoir retirer leurs dividendes. Donc ça, c'est un partenariat gagnant-gagnant sur ce secteur de l'agriculture. Il y a d'autres secteurs stratégiques que l'Afrique pourrait mettre à profit dans ce partenariat gagnant-gagnant. D'accord. Alors, nous allons écouter l'Africain lambda. J'aime à le dire comme ça, l'Africain lambda. Nous avons été dans les rues de la capitale sénégalaise à Dakar avec la complicité de notre reporter Papa Cheikh Diouf. Nous avons eu ces réactions que je vous propose de suivre. Durant ce sommet, je pense que les Africains doivent davantage faire face à l'Europe comme partenaire, comme étant partenaire. Ne plus se soumettre à l'Europe et être la vache laitière de l'Europe. Nous sommes dans l'ère de l'intelligence économique. Les statistiques existent. L'Union européenne dispose de toutes les statistiques qui permettent aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'il faut faire en Afrique, comment est-ce qu'il faut le faire et quand est-ce qu'il faut le faire. Ils vont organiser ces sommets encore et encore, mais ça sera toujours de la même chose. Tant que les Africains ne se lèveront pas pour prendre leur destin en main, ça sera toujours la même chose. Investir sur la jeunesse, c'est bien, mais il faut que cet investissement ne soit pas un investissement fictif ou virtuel. On envoie de l'argent ou bien on fait semblant d'envoyer de l'argent, mais en même temps en mettant des conditions insupportables pour les pays africains
pour que les multinationales européennes puissent continuer à exister en Afrique et exploiter encore? Si on doit investir dans la jeunesse pour un développement durable, moi je crois qu'il faut commencer dès maintenant par résoudre le problème de l'immigration. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Je ne pense pas que l'Afrique peut parler d'une seule voix, parce qu'il y a des pays africains qui sont encore sous le joug d'autres pays africains, qui sont eux-mêmes sous le joug de certains pays occidentaux. Jusqu'à présent, les États africains peinent à avoir un seul langage, parler d'une seule voix et agir en même temps. Donc ce qui contribue vraiment à amoindrir les forces de l'Afrique. Pour faire face à ces problèmes, nous sommes obligés de nous unir. Donc la pauvreté, l'immigration et d'autres problèmes, la famine, la faim des trucs. Je rappelle que le thème principal de ce 5e sommet Union africaine-Union européenne s'intitule ainsi « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Alors, Pape Ngagne, on vient d'écouter des jeunes Africains qui ont hâte et qui poussent leurs dirigeants à prendre leur destin en main. Est-ce qu'on peut espérer, à l'issue de ce sommet, voir le continent africain s'assumer et prendre ses responsabilités très rapidement en 1 minute? Oui, c'est ce que tout le monde attend de ce sommet justement, qu'à l'issue, qu'aux conclusions, qu'on puisse dire que désormais l'Afrique a parler d'une voix pendant ce sommet-là et que donc ce ne serait plus ce genre de partenariat qu'on a vécu pendant très longtemps et que donc que même s'il s'agit d'une aide publique au développement, que ce ne soit pas l'Europe qui définisse les priorités, mais à l'Afrique même de définir ses priorités, de dire que c'est dans ce secteur-là que je voudrais que cette aide-là soit destinée et que ainsi de suite, au fur et à mesure maintenant que d'autres investissements ou d'autres voies se lèveront, on aura encore une idée meilleure de ce que sera l'Afrique de demain. Ibrahim Ndao, votre conclusion? Oui, je pense qu'on espère bien que ça ne sera pas un sommet de plus, mais un sommet de rupture. On l'espère tous. On l'espère tous. Et la jeunesse africaine fonde un espoir immense relié à ce sommet. Pour ce faire, je pense que c'est important, comme je l'avais dit, que l'Europe continue d'augmenter les investissements en direction de l'Afrique. Parce qu'au moment où la Chine croît ses investissements, c'est 20% par an, pratiquement, en termes d'investissement, et on est à 40% pour les IDE, les investissements directs étrangers, pour la Chine. Ça veut dire que la Chine est en train de gagner des parts de marché en Afrique. L'Europe doit augmenter les investissements structurants en direction de l'Afrique. Et les Africains, les pays africains, arriver à parler d'une seule voix pour pouvoir défendre des intérêts communs dans des secteurs qui servent leurs intérêts stratégiques. En quoi faisant? D'abord, investir sur l'agriculture, j'insiste. Deuxièmement, il faut créer les conditions pour fixer les jeunes sur leur terroir. Prenons le cas du Sénégal. La plupart des jeunes viennent de la campagne. Ça veut dire que le secteur agricole, à un certain moment, a connu des faillites. Et ces jeunes-là ne se retrouvent plus dans l'agriculture, ils viennent à Dakar, ils ne peuvent pas être absorbés par le marché du travail, ils se retrouvent dans l'informel, ni formation, ni qualification. Donc il faut créer les conditions, et je pense que certains pays africains, ça me plaît de donner l'exemple du PIDC, qui est un programme innovant. À partir de ce programme, on fait en sorte que les populations accèdent aux services sociaux de base, l'électricité, l'eau, les pistes de production. Ça veut dire quoi? Ce qui attire les jeunes au niveau des villes, ces conditions peuvent être créées au niveau des terroirs pour permettre à ces jeunes de vivre dignement. Ça, je pense que ce sont des programmes innovants comme ça. Mais au-delà, je pense que l'immigration, la question de l'immigration ne peut pas être stoppée par une Europe forteresse, ne peut pas être stoppée par des mesures contraignantes. Il faut que l'Europe accepte de créer les conditions de développement au niveau des pays africains par une coopération gagnante-gagnante. Je pense que c'est très important. Nous allons boucler cette émission. Je rappelle que nous n'avions que 26 minutes qui passeraient très vite. Alors Diouf, très rapidement, est-ce qu'il y a des chances de voir le sujet sur les migrants esclaves abordés très rapidement, en quelques secondes? C'est un sujet sensible pour les chefs d'État africains. J'imagine qu'on pourrait en coulisses en parler, mais j'imagine mal que les gens, de façon directe et audacieuse, puissent affronter ou accuser la Libye ou la France délibérément.
Pape Diaye, Pape Ngagne Diouf, merci. Ibrahim Ndao, merci également à vous d'être venu sur ce plateau. Voilà qui referme ce talk spécial sommet Union africaine, Union européenne. Merci à vous tous de nous avoir suivi. L'information continue sur Médien TV Afrique.